Ceux aujourd'hui qui s'embarqueraient dans un secret de famille en se disant sur un malentendu ça peut passer, je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à l'ère des tests ADN, bien qu'ils soient interdits encore en France. Le secret en général va avoir du mal à survivre aujourd'hui. Le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM. Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent, à ceux qui les lisent. Bon dimanche à tous. Et mon invité aujourd'hui, c'est Sophie Brugeil. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous êtes journaliste, auteur, un long parcours dans les coulisses du monde audiovisuel. C'est ça. Devant et derrière un peu. Vous connaissez bien les coulisses. Exactement. Mhm. Les spectacles, la télé. Voilà. J'ai pas mal travaillé dans le milieu des médias, oui. Ouais, vous ne donnez pas de nom. Ça manque. Il faut donner des noms ? Non, je sais pas. Je me suis posé la question en fait. C'est parce que vous êtes une grande fouilleuse que vous êtes devenue journaliste ? Pas du tout. Je suis pas spécialement une grande fouilleuse, comme vous dites. C'est vous qui le dites dans votre livre que vous aimez fouiller dans les affaires, et notamment dans les affaires de vos parents. Ah oui, effectivement. Et fouiller, je suis désolé, je connais très peu de gens qui disent qu'ils fouillent. Et je voulais savoir si vous avez gardé cette habitude aujourd'hui d'aller fouiller dans les poches ou dans les mémoires des téléphones des gens qui vous entourent. Alors, j'avais pas fait le lien. Disons que je suis moins fouilleuse que dans mon enfance. Mais peut-être qu'il y a un lien, effectivement. En tout cas, j'aime beaucoup interviewer. En principe, c'est moi qui pose les questions. Et là, c'est un peu déstabilisant d'être celle qui y répond. Et c'est toujours beaucoup plus facile de poser des questions que d'y répondre. Voilà. Sauf quand on sait de quoi on parle. Pas forcément. Est-ce que vous fouillez toujours aujourd'hui ? La dernière fois que vous avez fouillé ? La dernière fois que j'ai fouillé dans la vie de quelqu'un ? Ou dans la mienne ? Non, pas dans la vie. Moi, je parle pas de ce fouillage-là, en fait. Moi, je parle de fouiller. Non. Fouiller, aller chez les gens, regarder parce que vous regardez dans les tiroirs. Non, plus maintenant. J'ai arrêté. Ouais, c'est une ancienne addiction. Il faut dire voilà. C'est ça, voilà. Voilà. Je jure, je ne fouille plus. Non, je ne fouille plus. Je fouillais quand j'étais petite parce que je pense qu'inconsciemment, je devais chercher des choses. Vous auriez pu appeler le livre que vous publiez « Les tests de Sophie ». C'est ça. Les tests, et pourtant, je ne suis pas à l'origine. Là, pour le coup, c'est pas moi qui ai fouillé. Donc, je ne sais pas si on comprend bien de quoi on parle. On parle de tests génétiques, mais le livre dont vous venez nous parler aujourd'hui s'appelle « Une histoire de gènes » aux éditions Flammarion. Un psychologue que vous aviez choisi sur photo, vous avez dit que ça ferait un très bon film. Eh bien, vous en avez fait un livre. Oui, parce que l'écriture, c'est un petit peu ce que je sais faire. Donc, c'est sorti sous cette forme-là. Effectivement, j'en ai fait un livre. Au départ, c'était pour moi. Je ne me suis pas dit, tiens, je vais en faire un livre que je vais publier. J'ai écrit d'abord pour moi, parce que ça s'est trouvé en pleine période du confinement, du premier confinement. Oui, on est juste avant et pendant. Donc c'est voilà. Ouais. Donc, c'est la manière qui m'est apparue spontanément pour extérioriser ce qui venait de m'arriver, que je n'avais pas cherché, qui m'est tombé dessus comme ça, inopinément. Et la question que je me suis posée, c'est comment dans une société aussi pleine de commérages que celle aujourd'hui, et où on a l'impression que plus rien n'est secret, que tout le monde sait tout sur tout le monde, comment votre mère a pu garder un secret pendant plus de 40 ans ? Je pense qu'elle n'est pas la seule et que jusqu'à aujourd'hui, je pense que c'était plus facile que pour les générations qui arrivent. C'est-à-dire ceux aujourd'hui qui s'embarqueraient dans un secret de famille en se disant sur un malentendu ça peut passer. Je pense que ça va être beaucoup plus compliqué à l'ère des tests ADN, bien qu'ils soient interdits encore en France. On sait que beaucoup de gens en font. Et donc le secret en général va avoir du mal à survivre aujourd'hui. Après, comment elle a fait, elle, je pense que c'est un mécanisme qui est bien verrouillé. Nombreuses sont les femmes, et pas que les femmes d'ailleurs, je pense que les secrets, tout le monde en a. Voilà, là c'est par rapport aux origines, donc c'est un petit peu différent. Mais je pense que c'est un mécanisme bien huilé. Vous lui avez posé la question ou... Oui, bien sûr. Parce qu'elle vous l'a révélé, son secret. Oui, elle m'a révélé son un jour, secret. donc à un moment donné, est-ce que à ce moment-là, vous lui avez dit, mais comment est-ce que tu as fait pour le révéler ? Est-ce que tu l'as dit à quelqu'un ? Oui, je lui ai posé la question et en fait, non, elle n'en a jamais parlé à personne, même pas une amie proche, rien, même pas un psy, parce qu'à l'époque, ça ne se faisait pas trop. Ça paraît fou. Hein. Ça paraît fou et en fait, je pense qu'elle s'est mise dans une position de déni, comme pour les dénis de grossesse en fait. Là, c'était un déni de paternité. Elle s'est persuadée que... j'étais bien la fille de mon père, celui qui m'a élevée, celui qui m'a aimée, qui est la définition du père. Elle s'était persuadée vraiment de ça ? Ouais, je pense que d'un côté, elle savait, et de l'autre,
elle s'est persuadée pour la bonne marche de la famille, pour parler. Ouais, je pense que c'est possible. Je pense que c'est un verrouillage, un petit mécanisme dans le cerveau qui permet de vivre à peu près bien avec quelque chose de très encombrant. Moi, ça me paraît fou. Imaginez que quelqu'un garde un secret pendant 40 ou 50 ans, comme ça, et n'en parle jamais à personne. Parce que quand on dit à quelqu'un, je vais te dire un secret, c'est qu'on a envie que ça se sache. Sinon, on garde. Oui, mais enfin, elle me l'a dit parce que... Parce que vous l'avez interrogé. Parce que je l'ai interrogé, parce que les taux se resserraient suite à ce test ADN, qui était quand même une preuve, même si au départ, elle n'avait pas envie d'y croire. Parce que beaucoup de gens pensent que ces tests sont un peu gadgets et ne fonctionnent pas. Moi-même, quand je lisais les commentaires sur les réseaux sociaux, sous les publicités pour ces tests, je voyais plein de gens qui disaient c'est n'importe quoi, c'est des conneries, ça marche pas. Bon, je suis la preuve que si, ça fonctionne. En tout cas, vous êtes la preuve que c'est un cadeau qui peut être empoisonné. Complètement. Ouais. Mais en même temps, empoisonné, ça dépend de quel point de vue on se place, parce que moi, je reste persuadée que la vérité n'est pas un poison, c'est le mensonge, le poison. Donc voilà, c'est un cadeau empoisonné, le test, si on l'offre à quelqu'un qui n'en veut pas, bien sûr, je pense qu'il faut être consentant. Moi, je n'étais ni consentante ni pas consentante. C'est mon fils de 14 ans qui m'a demandé ça pour son anniversaire. Et là, vous reprenez le contrôle de l'interview. Vous voyez ça? Mais votre mère, à un moment donné, si vous lui avez demandé si elle aurait préféré vivre jusqu'à la fin de sa vie avec son secret, ou si elle préfère aujourd'hui qu'on ait découvert le poteau rose, qu'est-ce qu'elle préfère? Ah ben, je pense qu'elle aurait préféré continuer à vivre avec son secret. Et pourtant, elle s'est gâché la vie à cause de ce secret. Et elle a embarqué d'autres gens dans son secret. Donc oui, d'un point de vue personnel, je pense qu'elle aurait préféré que ça ne se sache jamais. Parce que vous vous dites que la vérité, elle est préférable au secret, mais ça dépend pour qui. Je continue à penser que la vérité est préférable au secret parce que elle libère tout le monde. Et puis la preuve est qu'on a passé notre vie à ne pas savoir nous aimer. Donc le mensonge a gâché la vie de 3 personnes. Ça, c'est quelque chose que vous racontez. Elle est intéressante, cette phrase. Dans ma famille, nous ne savions pas nous aimer. Non, parce qu'il y avait, on a pratiqué les gestes barrières avant l'heure, comme je l'écris. Il y avait quelque chose. Un secret, on le sait toujours, en fait. On pense qu'on maîtrise la situation quand on est à l'origine d'un secret, mais quelque part, un secret, ça suinte chez tous ceux qui en subissent les conséquences sans le savoir, chez la personne qui le porte et chez ceux qui en sont victimes. Un secret se sait, il se manifeste. Vous dites que ça transpire. Ouais, il se manifeste pas par des mots, il se manifeste par le corps, ça peut être des phobies, ça peut être des tocs, ça peut être toutes sortes d'angoisses. Beaucoup de gens vivent avec des angoisses sans savoir d'où elles viennent, et c'était mon cas. Et c'est la manifestation du secret, Serge Tissereau. C'est-à-dire que vous avez tout somatisé, alors vous l'expliquez. Ouais. Bon, alors des phases de boulimie d'abord. Ouais, l'angoisse à voyager, elle s'est métamorphosée. Elle a voyagé dans le métro aussi avec cette peur de prendre le métro, mais c'était beaucoup plus tard, ouais, ça déjà. Ça c'est beaucoup plus tard. En fait, oui, j'ai passé ma vie avec des phobies diverses et variées, sans trop savoir d'où elles venaient, parce que dans l'absolu, j'avais une vie tout à fait normale et heureuse. Donc on se demande pourquoi on traverse des phases d'angoisse existentielle comme ça. Et puis un jour on sait. Voilà, parce que depuis, toutes ces angoisses-là se sont envolées. Donc je me dis que pendant des années, j'ai subi quelque chose qui n'était pas de mon fait. Vous nous expliquez alors, l'angoisse du métro, par exemple? Parce que vous vouliez monter dans la cabine du conducteur de métro. Vous voyez, c'est quand même particulier comme angoisse à vivre au quotidien. Il faut être sur la bonne ligne. Alors, parce que dans la ligne 14 ou dans une ligne automatique, ça fonctionne pas. Voilà, effectivement. Non, je voulais pas absolument monter avec un conducteur de métro. C'est pas un fantasme. Hein. C'est que je ne voulais pas me retrouver dans la foule. Alors, c'est pas non plus un caprice de petite bourgeoise qui veut pas se mélanger au peuple. Hein. C'est pas du tout ça non plus. C'est que j'étais claustrophobe. J'étais devenue claustrophobe et je supportais pas l'idée d'être coincée dans une rame avec plein de gens. Et alors, pour peu qu'ils s'arrêtent dans le tunnel, pour moi, c'était la fin du monde. Donc voilà, j'ai traversé cette angoisse-là qui n'était pas pratique. J'allais travailler à l'époque, vous vouliez des noms, chez Paris Première, qui était place des Vins de France. Je suis pas très loin, là. Oui. Ouais. Et donc, le métro, tous les matins et tous les soirs, était une torture. Donc, j'avais trouvé cette solution de monter avec le conducteur, parce que comme ça, je voyais le bout du tunnel. Sauf que c'est compliqué à gérer, parce que les conducteurs se demandaient pourquoi je voulais monter avec eux.
Ils ont dit, elle est gentille, mais quand même, elle est allumée, la petite dame. Mais j'en rajoutais, je jouais le rôle de la fille qui débarquait, qui n'habitait pas à Paris et qui voulait savoir comment fonctionnait le métro. On est prêt à tout quand on veut éviter son angoisse. Ouais. Voilà. L'ascenseur, enfin, tout ça. Mais, Oui. mais c'est ça que vous expliquez, c'est que finalement, même si vous ne saviez pas ce qui se tramait, vous avez toujours su qu'il y avait quelque chose autour de votre naissance, en fait. Exactement. Donc je comprends complètement qu'on puisse ne pas comprendre ma démarche, qu'on puisse se dire oui mais bon votre mère elle aurait préféré que ça ne se sache pas, votre père n'en parlons pas. Ouais, j'entends tout ça, mais c'est ce que j'explique dans mon livre. C'est violent. Non, mais je vous dis ça parce que, enfin, c'est violent. C'est violent pour les deux. C'est violent pour tout le monde. Ouais. Donc j'entends qu'on puisse se dire oh là là sa pauvre mère ou oh là là son pauvre père, mais c'est aussi très très violent pour. Parce que, mais je le sais, je me fais l'avocat du diable parce qu'à un moment donné, votre mère, elle a cette réplique, elle vous dit mais au fond, qu'est-ce que ça change? Ouais, bah cette Qu'est-ce question. que ça change que tu saches? Elle m'a même pas demandé qu'est-ce que ça change. Elle m'a dit de toute manière pour toi ça ne change rien. Oui, voilà, ça change rien. Ouais. Bah si, en fait, ça change rien. D'un côté, oui, bien sûr, mon père reste mon père. Pour moi, un père, c'est celui qui aime et qui élève, et ça ne change pas. Je me suis pas dit d'un seul coup, mince, mon père n'est pas mon père. Non, mon père est mon père. La définition. Vous n'avez même pas négocié avec ça, en fait. Non, pour moi, c'est une évidence. Le père, c'est celui qui aime et qui élève. Là-dessus, on est d'accord. En revanche, on ne peut pas dire que ça ne change rien. Tout ce qui touche aux origines, mais ça change tout. C'est un monde qui s'écroule. Je veux dire, là, on parle de ma petite histoire, mais au-delà de ma petite histoire, les origines, on le sait bien. On a statué sur le fait qu'il était important de dire à un enfant adopté qu'il était adopté, dire à un enfant issu de la PMA qu'il était issu de la PMA. On le sait que c'est hyper important. Pourquoi on ne le dirait pas aux enfants du secret? Je préfère dire enfants du secret que le vilain mot qu'on utilise pour parler des enfants adultérins en parlant de bâtards. Non, mais vous, non, alors, oui, alors ça, pour le coup, c'est violent, parce que vous le dites. Parce qu'à un moment donné, et vous parlez de vous, j'apprends que je suis une bâtarde. Ce mot, plus personne n'utilise depuis... Même le pain a été débaptisé. C'est vrai? On dit plus un bâtard. Je sais pas. Non, on dit plus. Enfin, c'est un mot qui existe et qui est quand même très, très moche et très violent. Mais on le dit... Enfin moi, je l'entends plus, vous voyez. Si, dans les insultes, parfois. Ouais. Mais c'est ça, vous dites que finalement, ce test ADN révèle que Oui. vous êtes une bâtarde. C'est ça. Donc je suis volontairement provocatrice, mais c'est pas rien. C'est pas rien. Donc ça change beaucoup de choses. Puis au-delà du mot, ça change beaucoup de choses parce qu'on découvre que ne pas connaître 50% de soi, ça a des conséquences psychologiques parce qu'effectivement on découvre qu'une part de soi-même n'est pas celle qu'on croyait. Je pense qu'on peut pas forcément le comprendre quand on n'a pas vécu. Alors parmi les mots de la pandémie qui ont émergé, il y a le mot écouvillon. Bah oui, écouvillon, c'est ce qu'on passe notre vie à se mettre dans le nez quand on va faire des tests, soit des tests, j'allais dire ADN, mais non, les antigéniques ou PCR, et l'écouvillon, c'est aussi ce qui fonctionne dans le cadre des tests ADN. Mon invitée s'appelle Sophie Brugeil et elle raconte son histoire dans un livre. Alors c'est pas un roman du coup, c'est le récit de votre vie. C'est un récit que j'ai construit un peu comme un roman, mais c'est une histoire vraie. C'est vous, hein. Ça s'appelle Une histoire de gêne aux éditions Flammarion. Alors ça commence comme par une histoire de cadeau. Vous êtes en mal d'inspiration pour le 14e anniversaire de votre fils. C'est ça. Voilà. On est en Et vous 2019. savez pas quoi lui offrir. Ouais, c'est la première fois que je ne sais pas quoi lui offrir parce que c'est un ado, il commence à avoir des goûts personnels. Voilà, j'ai pas d'idée, donc je lui demande ce qu'il souhaiterait pour son anniversaire et contre toute attente, il me répond un kit de test ADN. Et pourquoi est-ce qu'il veut un kit de test ADN? C'est la question que je lui pose et il me dit parce qu'en cours, il était en 3e à l'époque, on étudie la génétique, ça me plaît, j'ai des copains qui ont fait le test, c'est super, on découvre ses origines. Il me le vend comme un ado qui embrouille sa mère sous l'angle scientifique, c'est super, quoi. C'est super populaire chez les ados, faut savoir. Hein. Oui, ça j'ai découvert qu'effectivement ils veulent tous savoir le pourcentage précis de ce qu'ils ont. Des origines ethniques, Ouais. etc. Bon, sur le coup, j'ai essayé de le dissuader puisque je trouvais pas que ce soit un cadeau. Je trouvais que ça faisait pas très cadeau, quoi. Je sais pas à l'époque si j'étais vraiment consciente que c'était pas légal.
Comme on voyait des pubs partout à la télé, pour moi, à partir du moment où il y a de la publicité, c'est que c'est légal. Enfin, je pense pas que j'étais très claire sur le sujet. Bon, enfin, il finit par me convaincre et je commande ce test ADN. Alors, il y en a plusieurs. Hein. Vous avez pris celui de quelle famille? On peut citer la... Oui, on y va, oui. Oui, MyHeritage. C'est celui qu'on voyait le plus souvent. Voilà, il m'a parlé de celui-ci. D'ailleurs, j'y connaissais rien. En vrai, je m'étais jamais posé de questions là-dessus. Je n'aurais jamais eu l'idée moi-même de faire ce test. Ça ne m'avait jamais traversé l'esprit. Et puis, je me suis entendue penser, bon, de toute manière, on risque rien. C'est pas dans nos familles qu'on va trouver des trucs. Voilà. Donc, on a commandé le test. Voilà, on commande le test. Il arrive. C'est facile ou pas, en fait, comme démarche? C'est comme commander n'importe quoi d'autre. Ça va très vite. Faut l'acheter, vous le recevez. Voilà, c'est simple. Bon. Et alors après, quelle est la procédure, le protocole des tests ADN? Le protocole, moi, j'ai pas du tout suivi. Il l'a reçu, il l'a fait tout seul. On se gratte la gorge, non? La joue. Ça, la joue. Il s'est passé l'intérieur de la joue. Voilà. Donc, il s'est passé les couvillons dans la joue. Il a rentré sur Internet. Il faut s'identifier, créer un espace sur le site MyHeritage. Voilà, il s'est débrouillé tout seul. Il m'a rendu son truc. Il m'a dit, faut le poster. Je l'ai posté. C'est parti au Texas. Bon, voilà. C'est parti au Texas, mais tranquille. Hein. Ouais, tranquille. On vous fournit une enveloppe ou c'est vous qui devez la franchir? Non, tout est prêt. Tout est prévu. Ça part au Texas. Voilà, donc je sais, ça paraît fou. On se dit peut-être que je suis une mère indigne, que j'ai pas assez réfléchi, que j'ai pas, je ne sais pas, j'ai pas d'avis sur la situation, sur moi. Vous dites pas à un moment donné, on est en train de donner nos gènes, Non, alors j'ai pas du tout cette paranoïa-là. Aujourd'hui, je pense qu'avec les réseaux sociaux, les données, elles sont partout. Alors vous allez me dire, oui, mais là, c'est vos gènes. J'ai vu des débats sur peut-être un jour des assurances ne voudront pas nous assurer quand ils connaîtront nos gènes. Bon, moi, je ne vous cache pas que je suis pas là-dedans. Vous n'avez pas ce genre de parano? Non. Peut-être que je le regretterai un jour, je ne sais pas. Mais aujourd'hui, c'est pas le sujet qui m'angoisse. Donc voilà, ça s'est fait comme ça et je suis retournée à ma vie et j'y ai plus pensé. Et puis, quelques temps après, il a reçu ses résultats et c'était super. Il a regardé les origines ethniques. C'était très rigolo de voir. En plus, leur papa étant sicilien, beaucoup de peuples sont passés par la Sicile. Donc, effectivement, on a retrouvé plein de choses. De ce point de vue-là, c'était plutôt intéressant. Ce qu'on ne savait pas, c'est qu'il y avait un autre onglet dans les résultats qui s'appelle correspondance ADN. Et là, c'est pas du tout comme je le pensais, un endroit où on peut échanger et s'envoyer des messages. Le mot correspondance veut dire connexion. En fait, ça vous donne une liste de gens. C'est avec qui vous matchez. Voilà, c'est un peu comme Tinder, mais pour l'ADN. Et il y a une liste de gens qui apparaît. Ce sont que des personnes qui ont fait le même test ADN que vous et qui ont de l'ADN commun avec vous. Donc là, on découvre effectivement plein de noms italiens. Je me dis, beaucoup de gens dans la famille ont fait ce test. Effectivement, il y a plein de cousins italiens. Et au milieu de cette liste, je découvre un nom français qui ouvre un petit tiroir dans ma tête. Je me dis, je connais ce nom. Le prénom ne collait pas, mais le nom, en tout cas, me pète à la figure pour parler. Mais vraiment, à ce moment-là, ouais. Ouais, je me dis... Vous le regardez, il dit clac. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Exactement. C'est un nom qui me rappelle quelqu'un que j'ai connu quand j'étais petite. Voilà, quelqu'un qui était dans l'univers professionnel de ma maman et qui venait à la maison et que j'ai connu jusqu'à mes 7-8 ans. Et pourquoi il avait fait le test génétique? Non, c'était pas lui. C'était quelqu'un qui avait le même nom, un autre prénom. C'était le même nom, mais pas le même prénom. C'est ça qu'il faut expliquer. Ouais. Voilà, quelqu'un de plus jeune que moi. Mais ça m'interpelle. Je me dis, c'est curieux ce nom. Voilà. Ils avaient combien de correspondances? C'est-à-dire votre fils et le gars en question, vous savez, c'était beaucoup ou... Oui, c'était beaucoup. C'était un cousin germain presque, de ce niveau-là, quoi. C'était très, très proche. Ah oui, d'accord, ouais. Et donc, la fouilleuse se met en marche. Voilà, là, je n'ai pas ouvert des tiroirs comme au bon vieux temps, mais j'ai contacté ce monsieur
Et c'est assez fou, en fait, quand on s'embarque là-dedans. Mais ce qui est assez fou encore, enfin, tout est fou, hein, donc je vais utiliser ce mot assez souvent, c'est que je suis moi-même encore dans un déni. C'est-à-dire que ce truc m'ouvre un tiroir dans la tête. Je comprends qu'il y a quelque chose et en même temps, je Vous n'y crois voyez pas quoi? J'ai pas envie de voir quoi, donc j'y crois pas. Mais je cherche, donc je contacte cette personne et puis c'est difficile d'entrer en contact avec quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ah oui. Euh, Vous lui dites quoi alors? je sais plus exactement, enfin c'est dans mon livre, hein, mais là comme ça, je sais plus quels sont les mots précis. Mais Mon fils a fait un test ADN. Voilà, bonjour, mon fils a fait un test ADN, vous avez une forte correspondance avec lui, je m'interroge. Voilà, enfin c'est complètement incroyable. Et vous lui dites que quand même son nom de famille vous est familier? Ouais, je lui dis. Donc j'essaye de voir s'il y a quelque chose de commun. Et effectivement, on échange. Il me répond pas tout de suite, mais je comprends que c'est la même famille et je comprends qu'il y a un lien avec cette personne à laquelle je pense. Et il m'apprend que la personne à laquelle je pense est décédée depuis un moment. Voilà, parce qu'il était âgé. Mais à ce moment-là de l'histoire, ça me fait pas grand-chose parce que je suis moi-même toujours dans ce déni. Voilà. Pourtant, j'ai une sorte de preuve sous le nez, mais je veux pas. Tant que ma mère ne me l'aura pas dit avec ses mots à elle, j'y crois pas trop. Mais vous pensiez pas à ça à ce moment de l'histoire? Je sais pas. Je pense que quelque part en moi, ça. Si déjà dès le départ vous avez flairé le truc. Ouais, oui. Oui. Je pense que je l'ai flairé, mais de façon un peu inconsciente. D'ailleurs, c'est mon corps qui a parlé avant mes mots. Voilà, à partir de là, j'ai commencé à ne plus me nourrir et à dépérir et à devenir une pauvre petite chose qui... Et donc, vous vous dites, j'ai trouvé l'idée cadeau qui va plaire à tout le monde. Ça va être test ADN pour tous. Mais en vrai, je me le suis pas dit. C'est quelque chose... C'est comme si je me voyais du dessus. Enfin, je sais que quand je raconte ça, ça fait bondir... certaines personnes... je me suis rendu compte que cet aspect... peut choquer des gens, mais je l'ai pas fait en pleine conscience. Enfin, je suis plutôt quelqu'un de sensé. Vous n'avez pas voulu imposer en fait à vos parents de faire le test ADN, c'est ça qu'il faut comprendre. Ouais, mais à personne. Enfin, je crois que j'étais plus moi-même. Cette période-là était assez folle parce que je me voyais agir du dessus. C'est comme si c'est comme si je regardais un film avec dissocié, moi. Ouais. Voilà, complètement dissocié. Je me suis vue commander. Il y avait des promos pour Noël. Bon, même ça, c'est complètement surréaliste. Promo test ADN, achetez-en 13 à la douzaine. Et donc, je me suis vue dire « Ah bah oui, tiens, c'est une super idée. Je ne le pense pas du tout, en vrai. » C'est ce que vous avez fait. Mais c'est ce que j'ai fait. J'ai commandé des tests. Et à un moment donné, donc votre fils révèle les résultats à ses grands-parents. Donc, il y a votre mère, il y a votre père. Et là... vous observez la réaction de votre mère. Ouais. On est tous... on est au téléphone, sur haut-parleur avec mes parents parce que c'est un petit peu l'animation de la journée, ces résultats de tests, des origines ethniques. Donc c'est une scène, c'est un peu une scène de film parce que oh là là, il y a 36% de ça, nanana, bah ça doit venir de ma sœur. Enfin, tout le monde raconte son petit truc. Enfin, c'est encore festif jusqu'au moment où je découvre en direct le nom, le fameux nom, et où ma parole précède ma pensée. Et où je dis, oh là là, c'est marrant, il y a un nom qui a de l'ADN commun avec Raphaël. C'est marrant, c'est le même nom que ce monsieur qui venait à la maison quand j'étais petite. Voilà, donc... là, on saute à pieds joints dans... Et là, votre mère répond. Je vous laisse, je vais finir ma mayonnaise. Et mon fils me dit après coup, c'est curieux, mamie ne fait jamais de mayonnaise. Voilà, donc ça, c'est pas des choses qui s'inventent. Non, mais là, on rigole, en vrai, c'est pas drôle. Mais... Non, mais j'imagine... non, mais quand vous avez tué un secret pendant plus de 40 ans, que vous avez même peut-être réussi à l'oublier et qu'il vous revient comme ça en pleine figure, devant tout le monde, je sais. À part la mayonnaise, il y a la ratatouille. Mais c'est très violent pour tout le monde, on est d'accord. On est d'accord, c'est quelque chose d'horrible. Mais quelque part,
voilà, elle s'est sauvée pendant des années. Tant mieux pour elle. Ça a pu tenir longtemps. Moi, j'aurais tellement aimé que ce secret n'existe pas et qu'on me le dise bien avant. Voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on ne vous l'a pas dit avant ? Est-ce que c'est vraiment l'époque qui est coupable ? Ouais, je pense que les temps changent, mais qu'à l'époque, c'était compliqué pour les femmes, en l'occurrence, parce que, je le dis bien, moi, dans le livre, je raconte cette histoire de mon point de vue. Je ne juge pas ni ma mère, ni mon père. Enfin, je ne juge personne. C'est sa vie. Je ne sais pas ce que j'aurais fait à sa place. Peut-être que j'aurais fait la même chose. On était dans les années 70. C'était avant les réseaux sociaux. Il n'y avait pas de talk-show à la télévision pour en parler tous les 5 minutes. Voilà, et puis... Il n'y avait pas de mouvement MeToo. Exactement. Et l'adultère, je ne suis pas là pour faire l'apologie de l'adultère, ni pour condamner. Et vous dites, je ne suis pas une enfant de l'adultère, c'est différent. C'est autre chose. C'est-à-dire que ma mère m'a raconté son histoire et là encore, voilà, tout n'est pas blanc ou noir. La vie est faite de nuances et je pense que j'ai compris son histoire. Oui, elle est tombée amoureuse de quelqu'un qui a su... il avait 30 ans de plus qu'elle. C'est quelqu'un qui était habitué à sauter sur tout ce qui bouge et toutes les jeunes femmes fraîches qui arrivaient de province à Paris. Voilà, donc elle s'est fait avoir par un beau parleur. Elle a dû tomber un petit peu amoureuse et puis quand elle a compris qu'elle faisait une erreur et qu'elle a voulu arrêter, cet homme lui a fait du chantage. C'est son histoire et j'ai pas envie de la raconter pour elle. Je ne juge pas ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle vous a raconté en tout cas. Ce que vous nous retransmettez ce matin, c'est ce qu'elle a bien voulu vous en dire. Voilà. Ouais. Après, peu importe, c'est son histoire et c'est... Voilà, je ne veux pas la juger. Pour ça, je suis en colère pour le mensonge qui en découle, mais voilà, ça, c'est pas mon histoire. Le Book Club de Beurre FM qui s'intéresse aux tests ADN et aux secrets ce matin autour de la sortie du livre de mon invité qui s'appelle Sophie Brugeil et qui publie Une histoire de gènes chez Flammarion. Vous m'avez rappelé beaucoup de moments radio, notamment avec une grande dame, une grande voix de la radio qui s'appelle Yolène de la Bigne, avec un titre d'émission que j'adore, Quelle époque épique. C'était la voix qui revenait toutes les heures sur France Info, Quelle époque épique. C'est ça, c'est un souvenir d'enfance. Avec les fameuses yaourtières Seb aussi. Oui. Qu'on achetait mais qu'on n'utilisait pas. Pas longtemps. C'était un peu le concept. C'était un peu le concept. Tout le monde les voulait et puis ça devenait vite galère de faire ses yaourts soi-même. On était bio avant l'heure et vous nous rappelez également qu'avant les réseaux sociaux et tous les commentaires, tous les likes, quand on avait des questions existentielles à une époque, on écrivait au magazine pour ados, au courrier des lecteurs. Voilà, moi j'écrivais à OK Magazine. Ça fait un peu réunion d'anciens combattants là, mais... Non mais c'est pas vieux, je vous rassure. Mais en fait, c'était le... Moi j'étais persuadé que c'était bidonné toutes les lettres. Ah, pas du tout. Moi j'ai été publiée 2 fois. Ah, et votre vraie lettre ? Ah oui. Non, moi j'ai cru que c'était des fous, ils inventaient des courriers des lecteurs. Pas du tout. Peut-être que certaines lettres étaient fausses, j'en sais rien, mais les miennes ont été publiées, je les ai encore. Telles quelles. Ouais. Quand vous écriviez au courrier des lecteurs d'OK Magazine, qu'est-ce que c'était ? Qu'est-ce que vous posiez comme question ? Des questions de jeunes filles, quoi. Comment embrasser un garçon sur la bouche ? Comment embrasser un garçon ? Aujourd'hui, il y en a qui peuvent rigoler parce que... Bien sûr. Ouais, il y a peut-être des tutos pour ça. Je sais pas, mais enfin, à l'époque, on était un peu naïfs. Enfin, moi, en l'occurrence, j'avais pas de frères et sœurs, j'avais pas de grands frères, pas de grandes sœurs qui pouvaient m'expliquer. Donc voilà, ma seule référence, c'était OK Magazine. La tristesse de ma vie. Oui, parce que c'était... Enfin, si votre question a été publiée telle qu'elle, la réponse manquait de pratique. C'est ça, c'est-à-dire que les journalistes à l'époque n'osaient pas appeler un chat un chat. Aujourd'hui, je pense que ce serait beaucoup plus concret. Moi, j'avais une question précise, c'était dans quel sens faut-il tourner la langue ? Et on m'avait répondu... vos yeux se ferment, vos bouches se rapprochent et laissez faire la magie de l'instant. Bon, super. Je suis pas sûr que quelqu'un vous répondrait aujourd'hui parce qu'on... Oui, il n'y a pas de réponse en vrai. En fait, il n'y a pas de réponse. Non, il n'y a pas de réponse, mais bon, moi j'étais... Elle est bien la réponse de vos yeux se ferment.
Voilà, ça c'était pour. Voilà. Ce qui montre quand même que ce livre, bien que le sujet soit grave, j'y ai mis beaucoup d'humour. Non, mais je me suis marré. Non, C'est un livre, certes, qui pose un problème au-delà de mon histoire personnelle, qui met sur le tapis une histoire, enfin un sujet de société qui amène le débat, mais j'y ai mis beaucoup d'humour parce que c'est aussi une façon de prendre de la distance sur les choses. La question et je vous la pose à tous ce matin, c'est comment vous réagiriez si vous apprenez un jour que celui que vous appelez papa n'est pas votre père biologique. C'est ça. Et du jour au lendemain, vous l'apprenez. Oui, et la question que j'ai posée finalement, c'est même pas une question, je pose pas de question, je suis pas militante de quoi que ce soit, je suis ni pour ni contre les tests ADN, je pense que c'est un sujet très personnel. Si toutefois il y avait un message dans ce livre, si je l'ai écrit et publié, c'est vraiment pour faire réfléchir à la notion de secret de famille. Le sujet, c'est vraiment ça, au-delà de moi. Le personnage principal de ce livre, finalement, c'est le secret. C'est pour ça que j'ai démarré sur le secret et pas sur les tests. Hein. Je veux dire que moi, ce qui m'intéresse, effectivement, c'est les secrets de famille. Et est-ce que on est prêt émotionnellement, tous autant que nous sommes aujourd'hui, de recevoir les secrets de famille? Mais moi, je crois que oui. C'est là que le bas blesse avec les gens qui disent que toute vérité n'est pas bonne à dire. J'entends ça, parce que je me suis posé la question aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant d'écrire ce livre, avant d'en parler avec mon père, ça m'a pris des mois et des mois de réflexion. On ne fait pas les choses comme ça sur un coup de tête. Ce que je peux dire aujourd'hui, c'est que depuis la sortie de ce livre, je suis contactée par énormément de gens qui ont vécu la même chose et qui me livrent leur histoire. Je reçois tous les jours des mails de gens qui me racontent la même histoire et qui sont libérés de l'avoir su. On pense que c'est une montagne de connaître la vérité. Et c'est vrai que la vérité est une montagne, c'est un bouleversement. Je ne vous dis pas que d'un coup de baguette magique, on est libéré instantanément. Et encore que, pas loin. Il y a un temps de digestion. Mais pour tout le monde, je peux l'assurer aujourd'hui, j'en suis convaincue, et à travers les histoires qu'on m'envoie encore plus, que la vérité libère, vraiment. Le mensonge est une fausse bonne idée, c'est-à-dire qu'on pense protéger les gens, on pense éviter des douleurs, du chagrin. Mais est-ce que la vie est faite pour éviter les douleurs et le chagrin? Non, c'est soi qu'on protège, c'est pas les autres. Voilà. Dans ces cas-là, plupart du temps, souvent. La plupart du temps, on se protège soi, et je le comprends. Encore une fois, je ne sais pas ce que j'aurais fait dans cette situation. Enfin, c'est compliqué de se retrouver à attendre un enfant qui n'est pas... je sais pas comment le dire, je sais pas comment l'exprimer, qui n'est pas du bon... Mais non, qui n'est pas celui de son mari. Voilà. Oui, mais je ne sais pas comment réagir. Il y a aussi toute la question du regard que, encore une fois, chacun d'entre nous porte sur l'histoire officielle de leurs parents. Oui. L'histoire qu'on leur a vendue. C'est ça, mais c'est ça le plus douloureux. C'est pas tant que l'un ou l'autre ait pu avoir des relations par ailleurs, ça c'est la vie des adultes. Ce qui est le plus douloureux, en fait, c'est de se dire que ses propres parents, là en l'occurrence ma propre mère, ait pu me mentir. Parce que là, c'est quelque chose qui s'effondre. On se dit, si même sa propre mère, la personne qui vous a donné la vie, vous a menti, même si c'est pour des raisons... mais c'était pour te protéger, c'était pour protéger... mais non, en fait, on ment pas à ses enfants. Alors moi, quand je lis votre livre, j'ai l'impression que les deux savent. J'ai l'impression que votre mère et votre père savent. Et que d'une certaine façon, les deux vous ont menti. Oui. Parce que c'est votre fils qui va vous obliger d'une certaine façon à aller en parler à votre père. Mais est-ce que vous avez l'impression de lui apprendre quelque chose à votre père? Pas vraiment. Pas vraiment. Et là, pour faire référence au titre de votre livre, votre père, lui, s'intéresse plus à vos gènes, finalement, oui, il a une mal réaction. Que ça vous fait. Il a une réaction magique. C'est pas le mot, mais c'est parce que je ne m'attendais pas à cette réaction-là. Il me dit, dans ton malheur, tu as de la chance parce que c'était quelqu'un de brillant. Bon, voilà. Enfin, je pense pas que c'était quelqu'un spécialement brillant en l'occurrence, mais je pense que mon père. Quoi? Je pense que c'était pas quelqu'un d'humainement très recommandable, quoi. Mais je pense que c'était quelqu'un qui avait réussi professionnellement et que quelque part mon père admirait ça. Et le fait qu'il pense à ça avant de penser à sa douleur, qu'il pense à mes gènes en se disant bon, finalement elle l'a eu avec quelqu'un. Enfin, c'est ce qui repose sur rien. Enfin, je trouve que c'est pas envie de rentrer là-dedans, mais je trouve que sa réaction est une vraie preuve d'amour de sa part. Mais je pense qu'il le savait. Évidemment, je pense qu'un secret, tout le monde le sait en vrai. C'est ça le truc. Tout le monde le sait.
personne n'en parle, et on est tous d'accord sur une chose, c'est qu'il ne faut pas en parler. Ouais, et puis pendant ce temps, ça détruit tout le monde. Ça ne se voit pas. C'est bien parce que rien ne se voit, rien ne se dit, mais à l'intérieur, ça détruit. Dans le meilleur des cas, c'est des angoisses, des phobies, mais je pense que ça peut aller jusqu'à des maladies graves. Je crois vraiment que le secret détruit la santé physique et psychique. Et ça a été prouvé. Tout à l'heure, je voulais parler de Serge Tisseron parce que je me suis mise à lire tout ce qu'il avait écrit sur les secrets de famille. Le grand Serge Tisseron. Et voilà, il l'a montré. Il a beaucoup travaillé sur le secret de famille et il parle du suintement du secret. Et ce qui est fou, c'est que je l'ai lu après avoir écrit mon livre. Et moi-même, spontanément, j'ai utilisé ce mot de suintement parce que c'est tellement ça. C'est comme une fuite derrière une plainte qu'on ne voit pas. Et ça suinte. Et puis un jour, tout s'effondre. C'est qu'aujourd'hui, il y a une nouvelle discipline dont on parle de plus en plus, c'est la psychogénéalogie. Est-ce que d'une certaine façon, sans le savoir, vous avez reproduit la vie de votre mère ? Je pense pas que je l'ai reproduite, je pense que je l'ai réparée. C'est-à-dire que j'ai officialisé ce qu'elle a caché. Enfin, comment dire non, non, mais dites-le comme vous le sentez. Il n'y a pas de bonne formule. Ce qui est important, c'est ce que vous ressentez. C'est-à-dire que je n'ai pas... Enfin, c'est pas que j'ai réparé, c'est pas que j'ai officialisé quelque chose. J'ai vécu la vie qu'elle aurait voulu avoir. Mais du coup, c'est pas la mienne. Parce que vous aussi, après, vous avez retrouvé un homme plus âgé que vous. Oui, c'est ça. D'un seul coup, on relit sa vie à travers cette nouvelle donne. Et on se demande si on a fait des choix éclairés ou s'ils sont dictés par l'inconscient. Voilà, moi, j'ai rencontré quelqu'un avec qui c'était une vraie histoire d'amour. Mais avec cette révélation du test ADN, je me dis, voilà, je me suis mariée avec quelqu'un qui a 18 ans de plus que moi. Est-ce que c'est un hasard ou pas ? Bon, ça change rien. Je regrette pas du tout ma vie, mais d'un seul coup, on se pose la question, est-ce que j'ai vécu vraiment ma vie ou est-ce que j'ai vécu la sienne ? Et sur la naissance de votre deuxième garçon, qu'est-ce que vous donnez comme explication ? Le fait qu'il soit né... Parce qu'en fait, le premier, on a voulu vous déclencher l'accouchement presque prématurément, ouais. Et le deuxième, vous l'avez gardé jusqu'à la dernière minute. Oui, c'est... Alors, je ne sais pas si tout peut être relié à mon histoire, mais c'est vrai... Mais vous le racontez dans votre livre. Je le raconte. Oui. Non, mais je sais pourquoi je le raconte. Je ne raconte rien gratuitement. C'est pas... surtout qu'à la base, je suis quand même quelqu'un de plutôt pudique. Et là, on a l'impression que... oui, je raconte quelque chose de très intime, mais parce qu'il y a quelque chose aussi d'universel derrière ça. J'ai illustré cette histoire de naissance pour montrer à quel point l'inconscient est puissant. À quel point le corps, encore une fois, dit les choses que le cerveau ne peut pas dire avec des mots. J'avais pas envie du tout qu'on me déclenche mon accouchement pour mon deuxième enfant. Et il est né au milieu du salon, tout seul, la veille du jour où on devait me le déclencher, parce que je crois que j'avais pas du tout envie et je ne savais pas le dire avec des mots. J'ai pas osé en parler. Donc il est né tout seul, il a fait le boulot à ma place. Bien. Donc on a compris que votre livre, c'est un livre anti-mensonge. Voilà. C'est ça qu'il faut retenir. C'est un livre anti-mensonge et que quoi qu'il arrive, la vérité libère. Ouais, c'est un livre qui montre que le secret de famille, derrière ce joli mot de secret qui évoque les jeunes filles en fleurs et leurs journaux intimes, peut révéler une réalité bien plus dure. Oui, vous parlez de cette époque où on avait encore des journaux intimes. Vous croyez que ça existe encore, les journaux intimes ? Peut-être, ouais, je pense que oui. J'espère. Je suis désolé si je vous ai brusqué, mais j'avais envie d'avoir des réponses. Ce matin, Sophie Brugel était notre invitée. Je rappelle que votre roman s'appelle Une histoire de gêne, chez Flammarion. Vous le remontrez. Vous pouvez réécouter cette émission en podcast et voir la vidéo de cet entretien sur notre chaîne YouTube. Passez un très très bon dimanche sur BRFM. Merci beaucoup.